Le panel qui va suivre, le panel numéro 3, va analyser les enjeux de gouvernance, les réformes nécessaires ainsi que les instruments devant permettre au Bénin de renforcer son leadership énergétique et bien sûr dans l'espace régional. L'expert international en production et transport d'électricité et secrétaire général de West Africa Power Pool, WAP, est panéliste de cette troisième session. Je voudrais l'inviter à s'installer, oui. Le modérateur, c'est M. Claude Baguidi, oui, expert des systèmes énergétiques et ancien président de l'autorité de régulation de l'électricité du Bénin. Panel numéro 3, M. Claude Baguidi, et également ministre du roi de Savalou. Ouais. Ministre du gouvernement royal, très attaché, très ancré dans la culture. Voilà, vous avez la parole. Bien, bonjour chers participants, à vos grades et rangs respectifs, et Monsieur le Président du PCCBP, les experts de tous autres confondus, chers invités. Soyez les bienvenus à ce masterclass itinérant. Et ce panel numéro 3 est intitulé « Marché régional de l'énergie et réforme nationale, opportunités stratégiques, gouvernance et instruments pour un Bénin leader énergétique ». Juste un petit rappel, l'exploitation de la CEB, Communauté électrique du Bénin, à laquelle le Bénin appartient, a commencé en 1973 son exploitation avec une puissance de 19 MW, importée du barrage d'Akosombo au Ghana. Depuis, les importations de l'énergie pour satisfaire la demande en énergie du Bénin se sont poursuivies, en passant par la Côte d'Ivoire et le Nigeria, qui a commencé en 2007 avec une puissance garantie de 80 MW. Aujourd'hui, le Bénin a fait de grands efforts pour réduire cette dépendance des importations, mais qui représente toujours environ 50% de la demande en pointe, avec environ 200 MW importés du Nigeria et presque 30 MW du Ghana. Cela signifie que le Bénin a toujours bénéficié des échanges transfrontaliers et est partie intégrante du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain, WAP, depuis sa création. Le Bénin est membre fondateur du WAP. Le WAP peut être ainsi vu comme un levier de sécurité, d'optimisation, de flexibilité et de positionnement stratégique. Mais c'est à ce niveau que je donne la parole à l'expert pour qu'il nous aide à clarifier ce mais et à répondre à la question. Les débats qui vont s'en suivre doivent nous montrer comment le Bénin peut assurer une souveraineté énergétique avec une intégration régionale, tout en étant un leader dans le secteur de l'électricité en Afrique de l'Ouest. Donc, sur la base d'un diagnostic stratégique, de l'intégration WAP et des réformes nationales nécessaires, débouchant sur des solutions immédiatement applicables. Monsieur l'expert, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Baguidi. Mesdames et messieurs, je voudrais juste clarifier que le secrétaire général du WAP, M. Abdoulaye Dia, aurait voulu être présent, mais pour des contraintes de calendrier,
je suis désigné pour participer à ce panel au nom du secrétaire général du WAP. Je suis Ibrahim Soumana, chef de division planification, études et financement des projets au WAP. Je voudrais vous remercier surtout les organisateurs pour l'invitation à participer à cette réflexion stratégique sur l'avenir énergétique du Bénin et aussi l'évolution du marché régional de l'électricité que nous allons vous présenter pour voir ensemble comment le Bénin peut utiliser le levier de l'intégration régionale pour renforcer sa souveraineté énergétique. Ok, donc le rôle que doit jouer l'énergie dans nos économies, dans la transformation économique de nos pays, ça a été largement évoqué ici au cours des 2 premiers panels. Et c'est sur cette base que nous allons parler du contexte international à la suite de la présentation spécifique sur le Bénin. Donc, à l'instar du Bénin, c'est une question qui est un peu générale au niveau de l'Afrique, en particulier au niveau des pays de l'Afrique de l'Ouest, qui font face aujourd'hui à une croissance rapide de la demande énergétique, en raison notamment de la croissance démographique, de l'urbanisation et de l'industrialisation de nos pays. Et il faut souligner aussi que les exigences de sécurité énergétique, de compétitivité énergétique et de transition énergétique deviennent des questions aujourd'hui de plus en plus importantes. Ça a été souligné pour le Bénin et c'est une question également qui se pose au niveau de la plupart des pays de la région. C'est dans ce contexte que on peut, sans risque de se tromper, dire que l'intégration régionale doit être utilisée comme un instrument de coopération et d'optimisation de la sécurité énergétique. Il ne convient pas d'opposer aujourd'hui l'intégration régionale à la sécurité énergétique, mais plutôt de savoir comment les 2 notions peuvent se compléter, comment renforcer la sécurité énergétique en jouant sur le levier de l'intégration régionale. Slide suivante. À titre de rappel ou d'information pour ceux qui ne le savent pas, le WAP est une institution spécialisée de la CEDEAO, créée en 1999 et établie officiellement en 2006 au Bénin. Nous sommes voisins de ce centre. Donc, avec pour vision d'intégrer les réseaux électriques régionaux dans un marché régional unifié de l'électricité pour assurer un approvisionnement régulier et à moindre coût aux pays de la région, avec pour mission de de promouvoir et développer des infrastructures régionaux de production et de transport d'énergie électrique et assurer la coordination des échanges entre les États membres de la région. Donc, il s'agit, après le constat qui a été fait à la création du WAP, les défis, les difficultés d'approvisionnement des pays en énergie électrique, qui aujourd'hui la plupart restent encore d'actualité. Donc, après ce constat, essayer de voir comment mettre en commun les ressources énergétiques disponibles au niveau de la région. Donc, aller développer les unités de production là où elles se situent, en fonction des pays, parce que les pays n'ont pas les mêmes ressources. Nous avons des pays qui sont plutôt dotés en potentialité hydroélectrique, d'autres en ressources thermiques et un peu plus au nord de la région où les potentialités en énergie renouvelable sont plus intéressantes. Donc, comment mettre cela en commun? C'est l'objectif pour lequel le WAP a été créé, développer les unités de production dans les pays où la ressource se trouve
créer des lignes d'interconnexion pour mutualiser les ressources et favoriser la solidarité énergétique. À la création du WAP, nous étions à 13 membres. Aujourd'hui, nous sommes à 57 membres. Cela témoigne de la confiance des acteurs du secteur de l'énergie ouest-africain dans cette institution qu'est le WAP. Il s'agit notamment des sociétés nationales d'électricité de chaque pays de la région et aussi de producteurs indépendants qui sont installés au niveau de ces pays-là. Nous avons au Nigeria jusqu'à 20 membres. On a beaucoup de membres parce que le secteur a été libéralisé là-bas. Nous avons le segment de la production à part, le segment du transport et le segment de la distribution. C'est la même chose au Ghana. C'est pour ça qu'on a beaucoup plus de membres au niveau de ces deux pays-là. Donc, vous avez d'autres pays qui ont 1, 2, voire 3 membres. Slide suivante. Le WAP, pour assurer sa vision, travaille sur un important programme régional d'infrastructure qui va servir de socle au marché régional de l'électricité. À côté de ça, l'autre axe constitue à développer le centre d'information et de coordination des échanges transfrontaliers qui va servir à piloter le fonctionnement du marché régional de l'électricité, ce centre qui est juste contigu au lieu où on se trouve actuellement. Donc le premier axe qui consiste à développer le programme régional d'infrastructure est basé sur un plan d'investissement à moindre coût qui est périodiquement mis à jour. Le terme moindre coût ici est important parce que la question de la compétitivité a été soulignée à maintes reprises, parce que c'est ça qui va garantir la soutenabilité des plans d'action qui sont développés pour garantir aussi la solvabilité des sociétés d'électricité membres, parce que si ces sociétés ne sont pas performantes, ne sont pas solvables, le marché de l'électricité aujourd'hui qu'on veut libéraliser ne pourra pas, même s'il est mis en place, ne pourra pas être pleinement fonctionnel. Donc le plan directeur, le dernier en date, a été adopté en 2018 par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO pour la période 2019 à 2033. Nous sommes aujourd'hui dans un processus pour le mettre à jour. Je pense que cette réflexion vient à point nommé parce que ça va donner l'opportunité à cette phase de voir quels projets structurants, qu'est-ce qui a changé depuis la dernière mise à jour, quels projets structurants peuvent émerger au niveau régional. Donc ça, on pourra le voir ensemble. Je comprends qu'il s'agit d'une première réflexion qui va être poursuivie après pour aller dans les détails des actions à proposer, à concrétiser dans les années à venir. Donc, ce plan comporte 75 projets régionaux prioritaires estimés à 36,39 milliards de dollars américains avec des projets, 28 projets de production de lignes de transport totalisant environ 23 000 km de lignes. Il faut préciser à ce niveau que dans le cadre de la coopération interrégionale, les projets d'interconnexion qui sont prévus dans ce plan vont au-delà de l'espace de la CEDEAO ou de l'Afrique de l'Ouest, parce que ce plan inclut des projets d'interconnexion avec l'Afrique du Nord, qui est également interconnecté déjà avec l'Europe, et aussi avec l'Afrique centrale, en visant à terme le potentiel hydroélectrique d'Inga. Donc tout cela aussi s'inscrit dans le cadre d'un marché continental de l'électricité qui est en pleine préparation actuellement. Du côté de la production, il y a également plusieurs projets, 47 projets régionaux, des projets d'envergure qui ont été prévus, avec une capacité totale installée d'environ 15,5 gigawatts, y compris le thermique, naturellement, principalement le gaz naturel, l'hydroélectricité et le renouvelable variable
y compris le solaire et l'éolien. En termes de réalisation, depuis l'établissement du WAP, plusieurs projets de production et d'interconnexion ont été mis en œuvre. C'est ça qui nous permet aujourd'hui d'envisager prochainement une phase compétitive du marché régional de l'électricité. Donc c'est le fruit d'efforts coordonnés, collectifs et soutenus qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir au niveau régional, je précise que c'est au niveau régional parce que les lignes de transport, il y en a dans tous les pays, mais certaines sont à vocation régionale parce que c'est ça qui va permettre d'assurer les flux entre les différents pays. Donc plus de 5700 km de lignes d'interconnexion aujourd'hui en service, environ 2700 actuellement en cours de construction et bien d'autres en cours de préparation ou qui vont rentrer très bientôt dans leur phase d'exécution. Ceci nous a permis aujourd'hui d'avoir les 15 pays en Afrique de l'Ouest, y compris la Mauritanie, actuellement interconnectés. Il n'y a que le Cap-Vert aujourd'hui qui soit isolé du reste du système en raison de sa situation géographique. On va s'intéresser au Bénin, les projets régionaux sur le territoire béninois. Le premier projet, qui est l'interconnexion avec le Nigeria, qui est en service depuis 2007, constitue aussi la première interconnexion mise en œuvre dans le cadre du WAP. C'est très important, donc c'est sur ça qu'a été bâti le reste des actions pour pouvoir arriver aux résultats qui ont été obtenus à ce jour. Il y a également l'interconnexion avec le Ghana en 330 kV, Ghana-Togo-Bénin, qui a été mis en service en 2022. L'interconnexion dorsale nord, dorsale nord Nigeria, Bénin, Burkina, Niger, qui est en cours de construction actuellement avec la portion qui concerne sur le Bénin qui devrait être mis en service d'ici la fin de cette année. Il y a un projet qui est prévu pour renforcer l'interconnexion qui existe avec le Nigeria. Je pense que ça a été souligné au cours de la première intervention à travers Onik Bolo. Pour ce renforcement, il s'agit de créer une deuxième ligne en fait qui va quitter le Nigeria, rejoindre Onik Bolo au Bénin et redescendre au niveau de Sakete, qui est le poste d'interconnexion actuel avec le Nigeria. Donc, toutes les études ont été finalisées sur ce projet. Depuis 2020, nous avons eu la table ronde des bailleurs de fonds pour mobiliser le financement de la mise en œuvre de ce projet. Malheureusement, comme vous le savez, ce projet est aujourd'hui bloqué. Et je pense, si des actions peuvent être engagées avec la partie nigériane pour voir comment débloquer ce projet, ça serait vraiment quelque chose de très important pour les échanges entre les deux pays au-delà, parce que le Bénin dispose d'autres interconnexions, notamment avec le Togo, Ghana jusqu'en Côte d'Ivoire. Donc il sera vraiment très important de débloquer ce projet. Nous avons d'autres liens au niveau de la partie septentrionale du Bénin, une interconnexion qui va relier le Nigeria à la Côte d'Ivoire en passant par le Togo, le Ghana. Donc cette interconnexion est aussi prête pour financement. Nous allons dans les prochains mois rentrer dans la phase de mise en œuvre de ce projet après la mobilisation du financement. En termes de production, il y a d'autres projets. Un projet solaire à caractère régional de 150 MW pour lequel les études de préinvestissement vont démarrer à la fin de cette année. Donc, à l'instar d'un premier programme qui a été
développés par l'Europe, notamment au niveau des pays du Sahel. Il y a un deuxième programme avec le soutien de l'Union européenne pour installer d'autres centrales solaires à caractère régional au niveau de certains pays, notamment le Bénin et le Togo. Donc la préparation de ce projet devrait démarrer dans les mois à venir. Il y a d'autres projets sur lesquels peut-être on ne devrait pas s'attarder. Le projet Maria Gleta, parce que des discussions ont eu lieu sur ce projet au cours du premier panel. Également le projet d'Adiarala qui a été relevé. Qu'est-ce que cela nous montre? Ça nous montre que le Bénin est au cœur du système électrique régional, de par notamment son géographique et ses ambitions. En termes de marché régional de l'électricité, donc après la mise en place des infrastructures de production et de transport, l'autre segment, l'objectif est de lancer un marché régional de l'électricité qui aujourd'hui est dans sa première phase constituée d'échanges bilatéraux entre pays voisins. La première phase, qui devrait être lancée à la fin de cette année, va constituer en une phase compétitive qui va permettre des échanges, pas seulement avec des pays voisins, mais des échanges avec d'autres pays qui ne sont pas voisins. Donc, plus de compétitivité dans les échanges d'énergie entre les pays de la région. Donc, cette phase est en cours de préparation parce que la phase pilote a été engagée. Il reste à finaliser certains instruments pour lancer d'ici la fin de cette année la phase concurrentielle du marché régional de l'électricité avec d'autres phases qui vont venir plus tard pour renforcer le système du marché régional de l'électricité. Slide. Il faut dire donc que le Bénin dispose de plusieurs atouts, notamment, comme nous l'avons dit, sa position géographique. Le Bénin dispose déjà d'interconnexions avec certains de ses voisins, le Nigeria notamment, le Togo, le Ghana, l'interconnexion avec le Niger qui est en cours de construction actuellement et pourrait avoir d'autres interconnexions dans le futur. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire une multiplicité d'opportunités d'échange dans le sens des importations, comme aussi des possibilités pour plus tard, quand le Bénin aura des capacités excédentaires, de mettre ses capacités excédentaires sur le marché régional de l'électricité. Le pays participe activement aux activités du marché régional de l'électricité. Cela a été souligné. Toutes les initiatives régionales, nous avons un ferme engagement du Bénin pour assurer la mise en œuvre du programme d'infrastructure et l'opérationnalisation du marché régional de l'électricité. Et donc, prochaine slide. Je reviens encore sur la souveraineté énergétique pour dire que, encore pour rappeler que aujourd'hui, même les pays les plus avancés ne peuvent pas, de façon isolée et durable, assurer une sécurité d'approvisionnement, des réserves, de la flexibilité. À eux seuls, il faut toujours essayer de concilier la souveraineté avec la compétitivité industrielle et économique et aussi l'intégration régionale. Une position d'un pays, que ce soit au niveau d'un marché national ou régional, ça doit évoluer. Cela veut dire que il faut penser aujourd'hui, prendre les décisions aujourd'hui qui vont servir
à transformer, à modifier la position du Bénin sur le marché régional de l'électricité. Aujourd'hui, d'importateur net, pourquoi pas dans un futur proche, si les ambitions se concrétisent à une souveraineté énergétique, voire à un exportateur net en fonction des potentialités énergétiques qui sont présentes sur le territoire du Bénin. Donc il faut aujourd'hui penser à diversifier les sources énergétiques qui sont accessibles. Le Bénin, notamment, j'ai noté que d'autres projets qui ne sont pas des projets régionaux, mais qui pourraient être, dans le cadre de la mise à jour du plan directeur, être, pourquoi pas, des projets candidats à devenir des projets régionaux. Je pense que cela contribuerait à renforcer la position du Bénin au niveau du marché régional de l'électricité. Donc, une fois encore, le défi face à ces opportunités, c'est qu'il y a des défis qui ne sont pas seulement propres au Bénin, même si ça a été souligné ici, la croissance rapide de la demande, liée notamment à l'industrialisation et aussi à la croissance démographique, la nécessité de développer des sources de production au niveau local. C'est normal aujourd'hui que les pays, que le Bénin en particulier, cherche à renforcer sa souveraineté, parce que c'est peut-être ce qui se passe à l'échelle internationale aujourd'hui qui nous interpelle davantage à renforcer cette souveraineté. Donc la nécessité aussi de renforcer les infrastructures de transport et la flexibilité du réseau, également les réserves au niveau régional, parce qu'un code de l'électricité a été développé. Dans le cadre des réformes, il faudrait voir comment se conformer ou aligner les normes régionales avec les normes de ces pays. Il y aura progressivement un cadre d'adaptation entre ces textes au niveau national et au niveau régional pour pouvoir arriver à un niveau de conformité, d'harmonisation des règles du marché régional de l'électricité. Donc, les défis, après ces défis, les opportunités offertes sur le marché régional de l'électricité, ça sera la diversification des sources d'approvisionnement. Aujourd'hui, avec un réseau robuste, le Bénin pourra, quand certains projets structurants seront en place, aller chercher l'énergie au-delà de ces pays voisins, en Côte d'Ivoire, en Guinée, etc. Et ça peut être dans les deux sens. La réduction des coûts grâce aux échanges régionaux, parce que c'est une question centrale. On peut toujours additionner les technologies, construire plus de centrales, mais si cette question fondamentale de compétitivité n'est pas réglée, quelque chose reste à faire parce qu'on serait dans un cycle qui ne serait pas vertueux et ça va continuer de crise en crise pour avoir toujours recours à des solutions d'urgence. Donc, aujourd'hui, il faut essayer, au-delà des solutions d'urgence, de penser à des solutions structurelles. C'est vrai, on ne peut pas faire autrement que d'essayer de régler les problèmes d'aujourd'hui, mais il est important de penser à des solutions structurantes qui vont assurer un équilibre à long terme.
Donc, en rappel et en conclusion, le marché régional de l'électricité peut devenir un levier important de souveraineté énergétique. Ce n'est pas opposé à la souveraineté énergétique, mais il faut bâtir sur ce levier pour renforcer la souveraineté énergétique. Le Bénin dispose d'atouts réels pour renforcer progressivement son rôle dans le système énergétique régional. La coopération régionale et le renforcement des capacités nationales doivent évoluer de façon complémentaire et le Bénin son futur énergétique reposera sur la vision stratégique et la gouvernance et la capacité d'anticipation. Donc aujourd'hui, le Bénin a la capacité de changer sa position en fonction de ses ambitions sur le marché régional de l'électricité et devenir un hub régional de l'énergie en Afrique de l'Ouest. En termes d'action, il faudrait peut-être inclure dans la réflexion, dans l'évaluation, une évaluation de la position du Bénin dans le secteur de l'électricité, regarder de façon approfondie les opportunités et aussi les risques que comporte le fait de faire partie d'un marché régional et plus tard d'un marché continental. Donc cette réflexion, c'est un début de réflexion, mais il faudrait approfondir cette réflexion de façon à tirer parti au maximum des avantages offerts par le fait d'être dans une communauté énergétique. Je vous remercie. Encore un banc d'applaudissements pour le présentateur. Alors, le présentateur nous a d'abord placé dans le cadre du contexte général et qui est caractérisé par une croissance rapide de la demande dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et en même temps, il a souligné que l'intégration générale ne doit pas être confondue à l'isolement. Non, la souveraineté énergétique ne doit pas signifier isolement énergétique. La création du WAP avait pour objectif la mise en commun des ressources énergétiques de la sous-région à cause de la diversité du potentiel énergétique des pays. Il y a d'autres pays qui sont forts sur le plan hydroélectrique, il y en a qui ont plus de gaz, etc., etc. Donc, cela permettrait de mutualiser le potentiel énergétique dans la sous-région. Aujourd'hui, le WAP compte 57 membres. Au Nigeria, seul il y en a 20 parce que au Nigeria, il a eu une dérégulation totale qui permet la création de ces sociétés membres du WAP. Le WAP a généralement un programme d'infrastructure régionale, notamment son plan directeur et d'investissement. Il a ajouté à moindre coût, parce qu'il était important pour lui, le moindre coût, seulement le moindre coût qui permet les échanges entre les pays. Le plan existant devrait être bientôt actualisé et il a invité le Bénin à présenter des projets qui pourraient être candidats dans ce plan régional. Il a parlé de 47 projets de production de plus de 15 gigawatts, ce qui montre l'importance de la production dans la sous-région. De nombreuses lignes qui sont en réalisation, tout ceci pour interconnecter tous les pays du WAP. Il a montré les opportunités du Bénin qui est interconnecté déjà avec plusieurs pays, le Ghana, le Nigeria,
et des projets qui sont en cours entre le Bénin et le Niger, ce qui donne quand même au Bénin une position stratégique, non seulement à cause de l'interconnexion, mais on peut dire aussi que si le Bénin devient un pays de transit, il engrange par là aussi des revenus. Il a attiré l'attention sur la nécessité pour le Bénin d'aider à renforcer l'interconnexion avec le Nigeria. Aujourd'hui, il existe une ligne et il est prévu la construction d'une nouvelle ligne. Et là, le Bénin peut jouer un grand rôle pour accélérer la mise en œuvre de ce projet. Il n'a pas manqué de faire ressortir le projet, un projet de 150 MW solaires qui est dans le plan directeur du WAP et qui doit être installé au Bénin. Donc c'est une opportunité au Bénin aussi de travailler avec le WAP pour que ce projet devienne une réalité. Il y a le projet Maria Agleta, il y a le projet Adjarala qui reste aussi dans le portefeuille du WAP. Et le Bénin a intérêt donc à travailler ensemble avec le WAP pour que ce projet soit réalisé et qui renforce nécessairement la production nationale. Bref, le Bénin est pleinement au cœur du WAP et il pourra tirer profit si un certain nombre de projets sont réalisés avec la diversification de la production nationale qui peut permettre au Bénin d'être un jour exportateur net. Voilà en résumé ce que j'ai retenu de la présentation du présentateur qui, à la fin aussi, a encore souligné que notre souveraineté énergétique ne signifie pas être isolé énergétiquement, mais profiter, utiliser le WAP comme un levier qui conduira au renforcement de notre souveraineté énergétique. Donc, cela passe aussi par le développement de la production nationale. Merci, Monsieur le présentateur. Vous avez quelque chose à ajouter ou je passe la parole? Oui. Donc, je vais passer la parole au public pour les questions, bien sûr en accent les interventions sur une réflexion stratégique permettant de faire le diagnostic et de tirer vers des solutions qui doivent être immédiatement applicables au cours des 100 prochains jours après la mise en place du gouvernement. Merci. Merci, monsieur le modérateur. On va également prendre ici, avec l'indulgence du public, 2 ou 3 questions, s'il vous plaît. Merci. Tout ce qui est dit, je vois que ça tourne toujours autour de l'énergie solaire. J'aimerais savoir, pendant qu'on parle de la souveraineté dans la transition vers les énergies solaires, qu'est-ce qui est attendu sur le plan côté national du secteur privé que nous sommes en tant qu'entrepreneurs, entreprises ou sociétés installatrices? Qu'est-ce qui est attendu? Quelle est notre contribution? Qu'est-ce qu'on attend de nous? Deuxième point, c'est une doléance. Toujours côté national, est-ce qu'on ne va pas permettre d'inclure dans les lois sur les énergies des lignes qui permettent aux particuliers qui se font installer des systèmes solaires de faire du net metering, c'est-à-dire de pouvoir injecter le surplus de leur production solaire sur le réseau, toujours dans l'idée vers une transition de souveraineté énergétique. Troisième point,
ça fait mal au cœur, entrepreneurs que nous sommes. Nous nous installons et on débarrasse le plancher. Mais ça fait mal de revenir 2 ans, 5 ans après et de voir que le système n'est plus fonctionnel. Est-ce qu'on ne va pas inclure dans les lignes de contrat de prestation à la base du marché public des lignes de contrat de maintenance avec les entreprises installateurs pour faire au moins le suivi de ces installations? Si vous voulez, à titre d'exemple, on peut en citer beaucoup. Le gouvernement déploie des efforts, mais faute de maintenance, les systèmes sont cloués au sol. Tout peut se jouer au niveau régional, national, mais s'il n'y a pas une maintenance, c'est compliqué. Les systèmes seront cloués au sol. On n'aura jamais une indépendance énergétique. Et vu tout ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, avec le coût pétrolier, tout et tout, beaucoup de pays se sont tournés vers les énergies solaires, comme l'Allemagne, l'Inde, le Royaume-Uni, dans la transition énergétique pour être indépendant. Et le Bénin a bien fait de se lancer dans ça. Et il faut vraiment qu'il y ait un suivi. Donc, qu'est-ce qu'on attend de nous, secteur privé? Le net metering et le contrat de maintenance. Merci. Bonsoir à tous, merci aux panélistes. Et ma question c'est, au-delà des idées reçues sur les différences de fréquences, notamment l'instabilité de fréquences au niveau du Nigeria, quels sont les véritables verrous techniques et institutionnels qui freinent l'intégration électrique régionale entre des réseaux comme ceux de la TCN et de la VERA? Bien, merci. Je vais passer la parole à l'expert pour tenter de répondre à ces préoccupations. Merci beaucoup pour ces questions. Alors, la première question de M. Soudé, qui demandait de savoir est-ce qu'il peut avoir souveraineté énergétique sans souveraineté du WAP? Il faut dire que, bon, c'est vrai, il a souligné cela par un exemple, mais nous avons aussi d'autres exemples à travers le monde où il y a des différents politiques, même des conflits de guerre, qui n'ont pas abouti à une suspension de fourniture. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est toujours possible pour nos États de voir comment limiter autant que faire se peut l'intervention du politique dans les questions d'échange d'énergie. Au niveau du WAP, c'est vrai que le WAP est au cœur du système, mais il y a des questions qui vont au-delà, qui sont hors du contrôle du WAP. Mais je voudrais préciser que des efforts sont en train d'être engagés pour voir comment assurer plus de souveraineté, plus d'autonomie pour le marché régional de l'électricité. Comment consolider les ambitions du WAP et les urgences nationales? Vous avez raison. Les projets régionaux sont souvent très complexes et très longs à mettre en œuvre. Mais je pense que pour répondre à cela, il faudrait, nous on appelle à plus de collaboration entre les pays pour pouvoir accélérer la mise en œuvre des projets régionaux. J'ai souligné dans la communication le blocage que nous expérimentons sur le projet Nigeria-Bénin. Ce cas n'est pas isolé. Par le passé, on a eu d'autres cas où les financements ont été mobilisés, sécurisés, les accords de financement signés. Au dernier moment, un des pays a déclaré que le projet ne faisait plus partie de ses priorités immédiates. Donc c'est pour ça qu'il faudrait plus d'engagement,
plus de coordination, plus de collaboration entre les différents pays partis au projet, parce que les plans sont là. Nous avons le plan directeur, mais avec des défis pour sa mise en œuvre. Je n'ai pas insisté sur ces défis, parce qu'il y a un retard globalement dans la mise en œuvre de ce plan, dû notamment au retard dans la mobilisation des ressources. Mais avec plus de collaboration entre les pays partis au projet, on pourrait arriver à concilier de quelque manière qu'on peut les projets nationaux, enfin la synchronisation des calendriers de mise en œuvre des projets à l'échelle nationale et au niveau régional. Concernant la question de tarifs de transport, les discussions ont pris beaucoup de temps, en effet, mais un tarif de transport basé sur la méthode de participation moyenne vient d'être adopté par le régulateur régional. Donc tout cela, avec aussi le code de marché régional qui a été approuvé par la REC, nous amène à espérer un lancement très prochain du marché régional de l'électricité. Donc je confirme que oui, cette méthodologie de tarification du transport régional a été approuvée et doit être mise en œuvre dans le cadre des échanges transfrontaliers d'énergie. Les questions de M. Emmanuel pour savoir la contribution des entreprises au niveau national, je pense qu'il veut ici parler de l'implication du privé dans les projets régionaux, en particulier les projets d'énergie renouvelable. Il faut dire que c'est un sujet pertinent aujourd'hui, sur lesquels il y a des réflexions pour voir comment accroître la participation du secteur privé de façon générale dans la mise en œuvre des projets régionaux. Parce que sur le plan du financement, tous les projets régionaux, la grande majorité des projets régionaux, surtout pour le transport, qui ont été mis en œuvre, le modèle qui a été adopté, c'est un financement public. Et nous savons que c'est des ressources qui deviennent de plus en plus rares. Donc il est impératif aujourd'hui de savoir comment accroître la participation du secteur privé au niveau de la mise en œuvre des projets. Les premiers parcs solaires qui ont été développés dans la région, c'est un mode de mise en œuvre en IPP qui a été retenu. Donc le concept plug and play qui diminue la perception des risques pour le secteur privé. Donc, soyez rassurés que ces préoccupations sont au cœur de la réflexion et de la mise en œuvre des projets régionaux. Et je pense aussi des projets au niveau national. Possibilité d'injecter le surplus de l'autoproduction, j'imagine, sur le réseau interconnecté. Ça se fait dans certains pays. À ma connaissance, pas en Afrique de l'Ouest, mais il y a des pays où vous pouvez injecter votre surplus de production, même domestique, sur le réseau régional. Donc pour ça, il faut que les textes le permettent. C'est au niveau national, parce que au niveau du WAP, le mandat du WAP, c'est de développer les réseaux régionaux. Donc, les projets d'interconnexion transfrontalière et les grandes unités de production. Donc, je pense que la condition fondamentale, c'est que la législation nationale puisse permettre l'injection des surplus de production, y compris des ménages,
sur le réseau national. Pour la maintenance, vous avez raison, et pour prendre cela en compte, notamment pour les projets de production, la tendance aujourd'hui, c'est d'intégrer dans les contrats, soit EPC, même si c'est EPC, une exploitation pour les premières années associée à la maintenance, de façon à transférer les compétences vers le personnel des sociétés d'électricité pour pouvoir prendre en main les années suivantes l'exploitation des ouvrages. Donc, cela est fait. Peut-être qu'il faudrait voir comment le renforcer. Et surtout, ce qui est fondamental, c'est assurer le renforcement des capacités au niveau national pour pouvoir gérer de façon plus ou moins autonome certains aspects au niveau national. Le dernier intervenant a posé une question sur la synchronisation des réseaux. Et oui, effectivement, j'avais indiqué que l'ensemble des pays en Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, les pays continentaux, leurs réseaux sont interconnectés, donc jusqu'à la Mauritanie. Mais tout ce système ne fonctionne pas aujourd'hui de façon synchrone. Ça veut dire que nous n'arrivons pas aujourd'hui à profiter de tous les avantages que devrait offrir un réseau interconnecté. Le réseau fonctionnait jusqu'en 2023 en 3 îlots. Les pays au niveau de l'Ouest, du Sénégal jusqu'à la Guinée, la Côte d'Ivoire, un bloc central, et à l'est, le Nigeria qui est isolé avec le Niger et une partie du réseau du Togo et du Bénin. Des actions ont été entreprises pour corriger cela, pour pouvoir opérer tout le réseau de façon synchrone. Donc, après les études faites au niveau régional qui a recommandé des actions pour pouvoir arriver à cette synchronisation, donc les actions ont été retenues, notamment l'installation de compensation sur le réseau, l'installation de systèmes spéciaux de protection et aussi le réglage des régulateurs de certaines unités de production importantes, de capacité importante dans la région. Donc cela a été fait, les actions préconisées ont été mises en œuvre. C'est ça qui a permis, après un test, de synchroniser de façon permanente tout le réseau de l'Afrique de l'Ouest, à l'exception de celui du Nigeria et du Niger, une partie du Bénin qui est aujourd'hui isolée du reste. Un test a été fait récemment, d'une durée de 4 heures, qui permet d'espérer une synchronisation permanente. Donc les données ont été recueillies, analysées pour pouvoir aller vers la synchronisation. Un deuxième test est prévu. Ce qui est difficile au niveau de ces tests de synchronisation, c'est des fois il y a des agendas au niveau des pays qui ne permettent pas de faire ces tests. Mais le programme est en train d'être établi pour aller vers un second test et cette année, si tout se passe bien, vers la synchronisation permanente et totale du réseau régional ouest-africain. Je pense que j'ai épuisé les questions, à moins que je n'ai oublié certaines. C'est ce que j'ai noté sur les questions de ces 3 intervenants. Merci. S'il n'y a plus de questions, on va devoir mettre fin à ce panel 3.
et je vais repasser la parole aux organisateurs. Je vous remercie. Merci aux panélistes.